Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Nicolas Garcia tout à l'heure a mis la barre haut. Je vais essayer d'être à la hauteur. Bien. Alors, première chose, d'abord quelques généralités pour fixer un peu les idées. Que représente l'eau sur Terre? Eh bien, il y a d'abord l'eau globalement sur Terre. Vous voyez, cette eau représente, par rapport à la Terre, voilà, le rond qui représente la Terre, qui représente l'eau en général par rapport à la Terre. Puis ensuite, on a l'eau douce. Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente 1400 millions de kilomètres cubes, l'ensemble de l'eau. Alors, l'eau douce, donc, vous voyez, il y a ce qui est dans les glaciers, l'eau dans le sol, l'eau disponible, et ça représente une tête d'épingle, donc 400 millions de kilomètres cubes. Et l'eau potable, c'est encore moins. Voilà ici l'eau potable, comment ça se passe. Et l'eau des rivières représente 5,5%. Vous voyez que c'est très peu, ces affaires-là. Et cette figure vous montre toute la valeur de l'eau. Valeur qui d'ailleurs a commencé depuis longtemps, puisque la quantité totale d'eau sur Terre a été créée entre 4 milliards et 8 d'années et 4 milliards 4 ou 5. C'est-à-dire au tout début de l'histoire de la Terre, parce qu'à ce moment-là, la Terre était bombardée par des astéroïdes, par des comètes, et ces comètes, ce sont elles qui ont amené l'eau. Depuis cette période-là, tout est dit. L'eau sur Terre a été formée il y a des milliards d'années. Et puis malgré son faible volume, par rapport au volume de la Terre, comme elle est répartie un petit peu dans les océans, etc., la Terre apparaît bleue, c'est la planète bleue. Donc depuis 4 milliards et demi d'années, c'est la même eau qui est recyclée. Ce recyclage part des océans, va vers les continents, et puis ensuite revient à la mer, soit en souterrain, soit en superficiel. C'est ce que l'on appelle le cycle de l'eau. Alors, les usages maintenant de l'eau, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, c'est essentiellement l'agriculture. Ceci est une vue pour le monde entier. Et vous voyez que c'est pratiquement les 3/4 de l'eau qui sont utilisés pour l'agriculture, 21% par l'industrie, et les ménages, l'eau domestique, si je puis dire, 6%. Et vous voyez que la part de l'agriculture n'a cessé d'augmenter de façon importante au fil des ans, depuis 1950 jusqu'à 2010. 1950, c'est pas seulement l'eau, ça correspond à une période après la guerre qu'on a appelée les 30 glorieuses. Glorieuses, avec le dégât que ça a fait, on peut en douter. Mais enfin, sur l'eau, ça marche. Alors une vue, carte physiographique, petit à petit on va en venir, vous verrez, à elle. Carte physiographique du département avec les grandes entités. Si on superpose une carte géologique, on retrouve les mêmes choses, des massifs cristallins, des terrains sédimentaires et des corbières, et je vous ai mis en gros les âges, parce que mettre le nom des ères ou des périodes, ça rime pas à grand-chose. Voilà la plaine du Roussillon. Et quand on fait une coupe nord-sud, voilà comment ça se présente. La plaine du Roussillon, c'est un remplissage qui, à la faveur de ce qu'on appelle une subsidence, c'est-à-dire un effondrement de cette plaine, qui permet à tous les terrains successifs, au fur et à mesure que la mer arrivait dans cette zone-là, qui permettait de remplir cette plaine. Voilà. Et là, vous avez une coupe non pas nord-sud, mais est-ouest. Comment ça se passe du continent en allant vers la mer. Oh, je ne m'étendrai pas, mais tout ça, c'est visuel. Donc, la plaine du Roussillon paraît disposer énormément de réserves. D'abord, les nappes aquifères, les eaux superficielles, les canaux d'irrigation, les barrages, et enfin, le karst, qui est un grand bassin d'eau dans les calcaires des Corbières. Alors, ça paraît être énorme, mais en fait, toutes ces ressources,
sont placés sous la dépendance de la pluie, des précipitations, et donc du climat. Et vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure. Les gisements de l'eau, il y a tout d'abord les eaux de surface, avec les barrages, les rivières, les réserves, les retenues, voilà. Et puis, on a ensuite les eaux souterraines, avec les nappes, des nappes d'abord libres, c'est-à-dire qui sont en communication directe avec la surface, des nappes captives, qui elles sont beaucoup plus profondes et séparées des deux par une couche imperméable. Alors moi je vais traiter des eaux de surface, et c'est mon collègue et ami Hichem Tachri qui vous parlera des eaux souterraines. Alors les eaux superficielles, voilà les 3 grands fleuves qui alimentent la plaine. La Glie, alors ça c'est une moyenne des données sur 42 ans, hein, ça a été lissé. Voilà la Glie. Le débit moyen, 6,5 mètres cubes par seconde, vous voyez, avec d'énormes fluctuations entre l'été, en gros, entre l'été et l'hiver, fluctuations qui peuvent arriver jusqu'à 20 fois, à différence été-hiver. Voici la tête. La tête, c'est un peu plus régulier, c'est également plus important, 11 mètres cubes par seconde en moyenne. Le tech, enfin, débit moyen, vous voyez, en mètres cubes par seconde, et là aussi il y a des disparités entre la période d'été et la période d'hiver. Donc ces variations peuvent aller jusqu'à un facteur 20, mais évidemment on a connu des périodes où ce facteur a explosé. Si l'on regarde les tempêtes Gloria, les débits étaient de 1000 mètres cubes par seconde pour la Glie, alors que normalement c'est 6,5. Et pour la tête, 1300 mètres cubes par seconde au lieu des 11 mètres cubes seconde moyens. Donc on peut avoir déjà, là vous voyez, des fluctuations énormes dans les apports par les rivières. Les canaux. Le deuxième point, les canaux. Bon, ces canaux, voilà, ça c'est la vallée du Tech. Pourquoi je l'ai entouré? Parce que je vais vous parler un petit peu plus de la vallée du Tech. Donc, ces canaux d'irrigation qui sont fort anciens, hein, ils datent pour certains du Moyen-Âge, et ils continuent d'ailleurs de faire leur office actuellement. Voilà pour la vallée du Tech les différents canaux que l'on peut reconnaître, et vous voyez qu'ils s'accentuent vers la partie basale de la vallée, autrement dit à partir du canal d'Elde, d'Ortafat, d'Argelès, des Albert, là il y en a beaucoup. Ce qui donne, quand on regarde les zones irrigables par les canaux, ça vous donne un petit peu l'allure des zones irrigables, et vous voyez que la vallée du Tech, la basse vallée du Tech, est énormément irriguée par les canaux. Les barrages. Alors là, vous avez les 3 grands barrages, Bouillouse, Caramani, Vinça, avec les volumes qu'ils peuvent contenir, et puis la retenue de Villeneuve-de-la-Raho. Alors, vous voyez là-haut, le barrage des Bouillouzes, les autres sont de compétence conseil départemental, sauf le barrage des Bouillouzes qui est de compétence CHEM, la société hydroélectrique. Mais je l'ai fait figurer là parce qu'en fait, son bassin versant, c'est nous, c'est le département. Les autres, c'est un bassin versant vers l'Aude. Donc, ça nous intéresse beaucoup moins. Alors, la retenue Villeneuve-de-la-Raho a une particularité également, c'est que les barrages sont implantés directement en travers de la rivière et retiennent le cours d'eau. Ce n'est pas le cas pour Villeneuve-de-la-Raho, qui est alimenté par un canal de dérivation qui prend sa source à Île-sur-Tête, qui s'appelle le canal de Perpignan ou encore Las Canals. Et donc, vous avez ici un appendice, la retenue Villeneuve-de-la-Raho, et cet appendice permet d'alimenter la retenue pendant les périodes d'hiver. Mais, et l'autre jour en comité dit sécheresse, il nous a bien été précisé que cette année, ça n'avait pas suffi pour refaire le niveau de Villeneuve-de-la-Raho. Donc, problème, et c'est la raison pour laquelle un projet qui est cher à Nicolas Garcia, c'est-à-dire faire un conduit directement, non pas par le canal, mais directement de la retenue
Vinça, du barrage de Vinça, directement jusqu'à Villeneuve-le-Raho, qui est quand même un élément important et qu'il faut préserver, surtout pour l'agriculture, mais pas que, puisque c'est une ressource qui pourrait être utilisée pour l'alimentation en eau de Perpignan. Origine et utilisation de l'eau dans la plaine, donc on a de l'eau souterraine et des eaux superficielles. Vous avez en gros les cubages que ça représente, c'est à la louche, en moyenne. Les eaux souterraines, vous le voyez, c'est essentiellement une utilisation pour l'alimentation en eau potable. Les eaux superficielles, c'est essentiellement à 65% une alimentation par l'agriculture. Ce qui veut dire que dans le cadre du thème d'aujourd'hui, ce sont surtout quand même les eaux superficielles qui sont en jeu, mais pas que. Et tout à l'heure, Hichem vous le dira. Alors, quel est l'état de ces ressources superficielles? Là, vous avez une figure qui vous montre les prélèvements annuels. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, c'est quand même la vallée de la Tête qui a le nombre de prélèvements, la quantité prélevée la plus importante, c'est 132,7 millions de mètres cubes prélevés. Et vous avez également les autres vallées, vous voyez que c'est plus faible, le TEC c'est 40,9 millions de mètres cubes. Alors, est-ce que ces prélèvements sont trop importants ou on a encore une marge de manœuvre? Eh bien, on le sait par la détermination des volumes prélevables. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en toute sécurité prélever? Alors, quels sont les critères? D'abord, quel prélèvement existe sur le bassin? Deuxièmement, quelle quantité d'eau doit-on laisser dans la rivière pour assurer une vie dans la rivière? Quelle quantité d'eau coule dans la rivière? Quelle quantité peut-on prélever sans mettre en danger le milieu naturel? Et enfin, comment faire pour améliorer la situation? Eh bien, on s'aperçoit que les trois vallées sont en déficit. Quand on compare les prélèvements par rapport au volume qui pourrait être prélevé, on est en déficit, le maximum de déficit étant de 28,7 millions de mètres cubes par an pour la Tête. Et vous voyez, pour le TEC, sur lequel on va faire un focus, pour le TEC, c'est 5,4 millions de mètres cubes. Quelle est la prospective dans tout ça? D'abord, l'augmentation de la population. Plus il y a de monde, plus il faut d'eau. Voilà, l'évolution de la population du département, elle a été multipliée par 2 en 60 ans, entre les années 1960 et 2015. Si on extrapole, arrivé à l'année 2045, ce sera plus 20% de population supplémentaire. Je parle bien évidemment de population permanente. Alors, vous avez ici l'augmentation annuelle de la population, et vous voyez que ça va de 1,5% annuel pour la plaine du Roussillon à 0,8% pour ce qui est de notre région qui nous intéresse. Voilà, vous avez les croissances annuelles. Le tourisme. Alors, il ne faut pas oublier que la population des départements passe de 466 000 habitants normaux, je dirais. Quand je dis normaux, ça veut dire permanents. Pas que les autres soient anormaux. À 1 million pendant la période d'été. Et bien sûr, c'est concentré essentiellement sur le littoral et essentiellement dans la région d'Argelès-Elne. La conséquence, évidemment, c'est qu'on va avoir une augmentation des besoins en eau, plus 15% ou plus 17% à l'horizon 2030. Le deuxième grand point, vous avez parlé tout à l'heure, Mme Cardona, c'est le changement climatique. Alors, jusqu'à une période, je dirais récente, mais pas tellement récente, le changement climatique n'était pas un paramètre important, il est devenu prépondérant. Maintenant, ça a commencé, disons, avec le sommet de la Terre à Rio, c'était en 1990, puis ensuite ça a continué. Vous vous souvenez que chaque année, il y a eu une conférence des parties, les COP, chaque année, nous en sommes à la 26e COP, et rien ne s'est arrangé. Même si l'autre président de la République, aide-moi, Chirac,
Chirac avait dit à l'une des COP, à l'une des réunions, vous vous souvenez, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Malgré cela, on a continué de regarder ailleurs jusqu'à ce que sorte le dernier rapport du GIEC de 2022 qui nous a fait peur à tous. Alors j'espère que cette peur sera salutaire et que ça ne donnera pas simplement de l'éco-anxiété en disant mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, donc changement climatique, vous avez ici les deux zones qui nous intéressent de Méditerranée et vous voyez que du point de vue température, les augmentations de température seront de 2,2 degrés centigrades avec les politiques actuelles en vigueur pour 2040. 2,2 degrés, alors que la moyenne, c'est 1,5 degré en gros. Autrement dit, la région méditerranéenne se réchauffe plus que le reste, beaucoup plus même. Vous avez donc, là vous avez le détail, vous voyez que pour la région ici, qui nous concerne, on passe effectivement de température en gros de 24-25 degrés sur la figure de 70-2000 à des températures qui, elles, sont plutôt dans les 30 degrés. Ce qui veut dire que la température sera plus élevée chez nous, de 3 à 5 degrés. Quant aux précipitations, elles ne varient pas globalement énormément d'une période à l'autre. Par contre, le régime des pluies va être fondamentalement différent, avec des alternances de périodes sécheresse, on a connu ça, on le sait, et des périodes là où il tombe des hallebardes et les cours d'eau n'en peuvent plus pour acheminer tout ça à la mer. Voilà. Alors, quelle est la conséquence de tout ça sur le cycle de l'eau? Voilà donc le cycle de l'eau. On peut résumer ce cycle à plusieurs parties. D'abord, les précipitations. Il y a une baisse généralisée et des pluies violentes. Il y a les deux. Il y en aura globalement moins, mais ponctuellement beaucoup plus, beaucoup trop même, je vous dirais. Évapotranspiration, une accentuation, parce que les températures augmentent. Accroissement des besoins, bien évidemment. Une diminution du ruissellement, conséquences sur les cours d'eau. Conséquences secondaires sur les canaux, puisque les canaux partent des cours d'eau. Une diminution de l'infiltration avec une baisse du niveau des nappes et un tarissement des sources. Le cycle de l'eau, oui, c'est pas neutre, enregistre une accélération. Alors cette accélération, ça peut être en plus ou en moins, c'est-à-dire que les choses s'accentuent. Une accélération de 7% par degré supplémentaire. Si on a 3, 4 ou 5 degrés supplémentaires, 7 fois 88, ça fait 30. Une accélération de 30%. 30%, bon, c'est pas neutre. Alors on a connu déjà des périodes comme ça, c'est pas tout nouveau, on en a connu. Par exemple, ici vous avez l'année 2018-2019, de septembre à août. En un mois, il est tombé, là, entre septembre et octobre, 300 mm d'eau. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se sont étalés sur un mois. Ça peut être des chutes très ponctuelles, et s'il faut ces 300 mm, ça a été en quelques jours. Puis ensuite, on a eu 4 mois à 60 mm, puis ensuite, on a eu 1 mois à 100 mm, et puis ensuite 3 mois à 100 mm. Eh bien, cette situation-là, avec ces alternances de trop fortes pluies et de périodes de sécheresse, qui jusqu'alors étaient relativement exceptionnelles, deviendront le cas général dans les années qui viennent, d'ici 2050. Quid du point de vue des régimes du TEC? Alors oui, je vous ai dit que je vous parlerai du TEC, non pas seulement parce qu'on est là, mais c'est parce que c'est la seule vallée qui ne dispose pas d'un barrage. L'Agly, avec Karamani, la Tête, avec Vinça, ont des barrages qui permettent de lisser un petit peu l'affaire. Sur le TEC, il n'y en a pas. Et il faut tenir ça dans un coin de l'esprit. Voilà. Alors, en 2030, on va avoir moins 10 à moins 20% printemps et automne. En 2050, c'est moins 20 à moins 40% toute l'année.
qui pose, vous devinez, quand même des problèmes par rapport à l'essentiel qui vous intéresse, c'est-à-dire l'agriculture. Alors, dans le même temps, les besoins pour l'agriculture augmenteront. Là, vous avez une projection qui a été réalisée par la Chambre d'agriculture, qui est dans la... Voilà, Jean Bertrand, tout à l'heure, m'aidera dans cet exercice, puisqu'ils ont énormément travaillé sur ces problèmes-là. À l'horizon 2030, on aura 3307 hectares irrigués contre 2359 aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on aura un besoin de 17 à 23 millions de mètres cubes supplémentaires. Alors où les trouver? Où les trouver, sachant qu'on peut toujours améliorer les canaux. Ça ne va pas chercher très loin. Avec une conséquence secondaire, c'est que souvent les canaux alimentent les nappes superficielles. Et que si on bétonne tout, il n'y aura plus d'alimentation. Alors bon, il y a un compromis à avoir. Mobilisation de nouvelles ressources, parmi lesquelles la réutilisation des eaux usées, la réhute. Il va bien falloir s'y mettre à la réhute pour 5,5. Et donc, il y aura un besoin de stockage de 8,5 à 12 millions de mètres cubes. Ça, ce sont les besoins nouveaux. Alors, en 2011, le conseil départemental avait fait une étude pour essayer de recenser tous les sites de retenue. Et vous en avez ici tous les points rouges, de Bages pour 3,7 millions de mètres cubes et Montesco pour 12 millions de mètres cubes. C'était des sites, alors ça demandait des aménagements, des barrages, des digues, c'était quand même pas rien. Alors ces digues, ces bassines, en fait, devront être beaucoup plus modestes, disons quelques centaines de mètres cubes. Les opposants ont retenu, et il y en a beaucoup, disent que ces retenues telles qu'elles étaient prévues, eh bien, c'est de nature à bien évidemment développer le modèle agricole productiviste. Et France Environnement était totalement opposé à cela, et on a des précédents célèbres avec Sivens, vous vous souvenez, et qui a donné le résultat qu'on a connu, c'est-à-dire y compris à mort, et puis les projets, les 19 retenues prévues dans le marais Poitevin. Alors il faut remarquer que ces retenues étaient prévues dans des zones humides. Autrement dit, c'était nul comme système. C'est qu'on obérait des zones humides pour faire des retenues, et des retenues importantes. Alors le marais Poitevin est en train de prendre du plomb dans l'aile, et il semblerait qu'on s'achemine vers aucune des 19 retenues qui étaient initialement prévues. Les solutions de stockage, depuis quelque temps, font l'objet d'un regain d'intérêt, tout simplement à la suite d'un rapport du Sénat de 2019, où il reconnaissait, ce rapport, qu'il faudrait développer des retenues de plus faible quantité, plus modestes du point de vue volume. Alors il y a c'est parti, mais il y avait deux façons de concevoir, à l'air libre, et puis sous des systèmes de citernes souples. On retiendra, ça c'est beaucoup plus compliqué, la citerne souple, on retiendra celle à l'air libre. Alors la Chambre d'agriculture des PO a entrepris dès 2019, autrement dit, dans leur esprit c'était déjà mûr. Je ne me trompe pas, Jean, si je dis un truc qui ne va pas, n'hésite pas à dire que j'ai dit une connerie. Voilà, donc il a entrepris une étude avec un groupe d'experts. Vous avez ici les diverses personnes qui ont participé à cela, la cheville ouvrière étant forcément la Chambre d'agriculture et particulièrement Jean, et plus de 20 sites potentiels ont été analysés pour des retenues toutes inférieures à 1 million de mètres cubes et des emprises au sol qui vont de 2 à 12 hectares. Quels sont les principes que nous avons retenus pour ces critères de choix? D'abord le site, proche des sources en eau, des sources de remplissage, proche des besoins. Pas question de mettre en train des systèmes mécaniques, il faut que ce soit naturel. Autrement dit, qu'il y ait une pente suffisante.
des canaux par gravité à proximité, et vous avez ici l'une des façons dont ça pourrait se dérouler. Situation par rapport à l'utilisation à l'environnement, caractère géologique, est-ce qu'il faut par exemple une géomembrane pour assurer l'étanchéité, l'emprise au sol et la profondeur, et enfin le volume de la retenue. Alors là c'est l'exemple de Bagnols-les-Aspres, 27 000 mètres cubes de retenue, et vous avez là les surfaces irrigables. Hein. Donc, pour la prairie en jaune, et le périmètre irrigable pour la vigne. Et donc, ils ont déterminé, la Chambre d'agriculture a déterminé, a cerné, si vous voulez, à quoi ça pouvait bien servir. Enfin, ça se termine par une évaluation des coûts des travaux, et coût de revient au mètre cube. Parce que tout à l'heure, tu parlais des agriculteurs et de la protection du pouvoir d'achat, c'est important. Alors voilà quelques exemples de retenue. En haut, Montesquieu, c'est une des plus grandes, 670 000 mètres cubes. Puis ensuite, Palau d'Elvire, 429, Montesquieu des Alberts, 180 000 mètres cubes. L'autoroute au Boulou, c'est un site qui fait 53 000 mètres cubes. Le Bagnols-les-Aspres, je viens d'en parler, 27 000 mètres cubes. Et une peut-être qui est importante, et on va y revenir en détail, c'est Villargel, c'est-à-dire une retenue sur les territoires Céré et Saint-Jean. Et donc on revient là à l'étude du lycée de Villelongue et d'Elmons. Vous avez en haut une vue avec le lycée, et en bas, le site tel qu'il se présente actuellement. Type de stockage, surface 3,6 hectares, volume d'eau stocké 200 000 mètres cubes, et origine de la ressource prévue pour remplir la retenue, le TEC. Et le type de culture majoritaire, vigne, prairie, verger. Situation géographique du point de stockage, d'abord le bassin versant globalement du TEC, vous avez toutes les données. La localisation du point de stockage, où ça se situe, par exemple par rapport à l'emplacement du lycée de Villelongue, du lycée agricole. Non. C'est le lycée technique. Technique, voilà. J'avais un point d'interrogation dans mon affirmation. Voilà ici ce bassin de stockage, caractéristique du point de stockage, avec la profondeur, 5,7 mètres, la hauteur de digue maximale et le périmètre, donc surface à plein bord 3,6 hectares, la surface, et le périmètre 900 mètres linéaires. Voilà. Alors vous avez un tas de chiffres sur lesquels je passerai. Fonctionnement hydraulique. Alors, ce fonctionnement hydraulique serait de stocker l'eau pendant les périodes d'hiver pour les restituer, mais au canal de Palau. Autrement dit, il y aurait une espèce de transfert entre la partie stockée et la partie utile. Il y a également prise en compte du bassin de stockage par rapport aux cultures existantes et diverses couleurs. Voilà, prairies, vergers, vignes, tout autour, avec les couleurs correspondantes. Les périmètres irrigables, avec le maximum bien sûr pour la vigne, qui a le moins besoin d'eau, et puis le reste c'est pour la prairie et pour pêcher et abricotier. Le bassin de stockage donc, du lycée tel que les cultures existent, ce bassin de stockage. Et enfin, l'étude se termine par un aspect financier, ce qui n'est pas neutre. Alors, bon, tout ça, bien évidemment, je suppose que Jean-Bertrand n'embêtera pas sa main à couper sur les chiffres. Hein? Eh oui, ça augmente, bien sûr. Mais enfin, l'ordre de grandeur, il faut retenir, ça ferait 2,3 millions, peut-être 2,5 millions euros pour la totalité. Et puis enfin, ça se termine par où pourrait-on obtenir des subventions pour créer de telles retenues, sachant que c'est hors de portée s'il n'y a pas de subventions. Voilà, alors que dire en conclusion?
donc 8,5 à 12 millions de mètres cubes supplémentaires, et pourraient être fournis par la construction de ces bassines. Mais ça ne suffira pas, parce qu'il faudra des efforts d'économie de l'utilisation, mais d'économie également par le type de culture utilisée. Et là, j'en reviendrai dans un domaine que je ne connais pas trop, mais vous le connaissez très bien, à la permaculture et ce qu'elle permet comme économie. Voilà, j'ai terminé. La question est la suivante, c'est-à-dire que compte tenu de la situation en Ukraine, on voit qu'on commence à s'interroger à différents niveaux sur l'implantation de blé. On n'a pas produit de blé dans le département parce que on en produisait quand on n'avait pas le choix d'en faire venir d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on entend des choses qui sont très fausses et je voudrais avoir votre avis parce que la consommation d'eau pour un rendement de blé de qualité est faramineuse. Et c'est assez inquiétant de vouloir faire muter les plantations, sachant que les simulations que vous donnez ne prennent pas en compte ce paramètre. Oui, enfin, je ne suis pas très calé, mais enfin, je suppose que le tournesol, ça consomme autant d'eau, sinon plus que le blé. Je suppose, voilà. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que donnerait une transformation des cultures si on utilisait du blé. Autre question. Bonjour Henri, merci Bonjour pour la Gérard. présentation. Gérard Pujol, mairie de La Roque. Premièrement, vous n'avez pas parlé de la retenue de Saint-Jean-Plat-de-Corps par rapport au TEC. Et l'autre question rejoint un peu celle que précédemment. C'est qu'on parle de plus en plus d'irriguer des vignes. Et je trouve que c'est pratiquement un non-sens par rapport aux cultures comme les pêchers. Alors si on se met en plus à irriguer les vignes, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci. Oui, Gérard, rapidement. Saint-Jean-Plat-de-Corps, ce n'est pas une retenue. C'est simplement, ce sont d'anciennes carrières qui sont implantées dans le lit mineur du TEC et qui se sont remplies le jour où les carrières ont été arrêtées. Donc, ce n'est pas, à proprement parler, une retenue. Sur la deuxième question, c'était... L'irrigation des vignes. Ben, ça, il faut voir ça avec les viticulteurs, mais je crois savoir que Jean répondra, que les viticulteurs ont quand même des difficultés maintenant à obtenir des rendements s'ils n'arrosent pas. Alors là aussi, il y a plusieurs solutions. L'une des solutions étant, ça a été déjà fait à titre expérimental, d'utiliser la réutilisation des eaux usées. Il y a eu une expérience à Casse-de-Penne, je crois, qui a été faite en ce sens. La deuxième, c'est de changer le type de plan de façon à ce qu'il soit moins gourmand en eau. Et là, il y a des organismes qui travaillent là-dessus, l'INRA de Narbonne ou ici, dans le département, il y a quelque chose à Tresserre, je crois. Voilà. Oui, quelques mots pour accompagner ce que disait tout à l'heure Jean-Bertrand et Henri Gotte. D'abord, même si Hichem expliquera qu'elles ne sont pas aussi séparées que ça, les deux nappes, maintenant, on a la preuve qu'il y a un travail qui a été fait. Même s'il y a de l'eau superficielle et de l'eau profonde, par l'usage, elles sont liées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut permettre à des gens d'utiliser une eau, par exemple pour l'arrosage agricole, une eau superficielle ou une eau usée recyclée, eh bien, ça peut permettre de garder le Pliocène pour de l'eau potable. Et donc, les usages lient les nappes, en quelque sorte, même si elles ne sont pas toujours liées physiquement. Après, il n'y a pas une solution. Je crois qu'il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre et ces solutions réclament des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut aussi, ce qu'on appelle les pouvoirs publics, et ça au travers des COP, etc., investissent dans ces solutions. Ou si on ne donne pas les moyens financiers de les mettre en œuvre, on n'y arrivera pas. Et donc il faut aussi peser sur le politique. Mais les solutions, elles sont multiples. À partir d'un élément qu'Henri a bien donné, c'est que les anciens ici, ils disent « il ne sait plus pleuvoir ».
C'est-à-dire qu'il tombe quasiment les mêmes quantités d'eau, mais elles ne tombent pas de la même manière. Donc, d'où l'enjeu du stockage. Il faut réfléchir. Alors, bien sûr, il ne faut pas que le stockage détruise la biodiversité, il ne faut pas que le stockage mette en danger les populations, il ne faut pas que le stockage encourage à une hyperconsommation de l'eau, à une agriculture intensive et productiviste. Mais en même temps, je crois qu'il y a plusieurs solutions. Le département travaille à quelques-unes avec plein d'autres partenaires, hein. Mais par exemple, les 20 millions de mètres cubes dont on pourrait avoir besoin pour l'eau potable uniquement dans les 30-40 prochaines années, on sait très bien qu'aujourd'hui, sans attaquer le Pliocène, sans en rajouter sur le Pliocène, ou en enlever plutôt sur le Pliocène, on pourrait déjà avoir 5 millions de mètres cubes d'économie d'eau, c'est-à-dire un travail qui a déjà été fait important, hein, il faut le noter, et ceux qui participent aux diverses réunions le savent, mais enfin, il y a encore des communes qui sont, notamment quand elles sont avec des délégataires privés, qui sont à 50% et à 55% de rendement, hein, donc on sait qu'après 78-79%, c'est difficile à gagner, mais il y a encore de la marge de progression. Là, on pourrait gagner 5 millions de mètres cubes rien qu'en étant vertueux sur les canaux. On a un karst qui, je crois pouvoir le dire en présence d'Henri, sans l'épuiser, pourrait facilement livrer 5 millions de mètres cubes. Voilà, sans l'épuiser, pourrait livrer 5 millions de mètres cubes. On a la retenue de Villeneuve. Aujourd'hui, on fournit 4,6 millions d'eau pour l'agriculture. Mais rien que pour l'agriculture, on pourrait monter à 10 millions si on n'avait pas des problèmes d'alimentation liés parfois à des conneries politiques avec la mairie de Perpignan, disons-le. Par exemple, ces derniers jours, on a eu des coupures d'eau d'une semaine, rien que parce qu'un élu ne voulait pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à Villeneuve, quoi. Voilà. Mais là, si on garantissait l'alimentation et un peu un périmètre de sécurité, on pourrait obtenir facilement 5 millions de mètres cubes supplémentaires pour l'agriculture et peut-être 5 millions pour l'eau potable. Donc on a de vraies solutions. Je ne parle pas des stockages qui pourraient aussi en être une, mais voilà, donc la solution n'est pas unique et elle ne doit pas encourager à la surconsommation. Mais elles existent, il faut se donner le moyen, il faut convaincre aussi. Par exemple, le transport de l'eau est un enjeu. Le transport dans la bassine, enfin dans la plaine du Roussillon et dans le département, le transport de l'eau est un enjeu. On peut transporter l'eau de surface, on peut la transporter. Donc, voilà, il y a des solutions, il faut y travailler, il faut aussi faire pression sur les gens qui ont les moyens de faire avancer les choses. Oui, bonjour. Donc, je voulais rebondir là-dessus, justement, que les solutions sont multiples. Il n'y a pas une solution, mais il y a plusieurs associations de bonnes idées. Et déjà, je voudrais revenir sur une idée toute faite, c'est que le maïs est une plante qui consomme de l'eau actuellement. À l'origine, c'était une variété qui ne consommait très peu d'eau. Et donc, je voudrais qu'on puisse marquer le coup en disant attention aux variétés que vous allez choisir pour planter. Vous avez des variétés anciennes qui sont beaucoup plus sobres. Deuxièmement, justement, grâce à la permaculture qu'on verra tout à l'heure, il y a des possibilités extrêmement intéressantes d'association de végétaux et d'économie d'eau. Donc, pour le maïs, je vous ai dit, les anciennes variétés demandaient très peu d'eau. Il y a actuellement du riz qui est cultivé avec très peu d'eau. Ça, il faut le savoir aussi. Les tomates aussi, il y a des cultures qui se font avec très très peu d'eau. Donc de ce côté-là, il y a un axe vraiment à promouvoir. Après, je voulais rebondir sur les canaux de Perpignan. Les canaux dans le département, on a une chance énorme justement, c'est d'avoir le travail de tous ces anciens qui nous ont fait des canaux et des merveilles d'irrigation qui ont rendu en fait vivant toute cette plaine. Et ces canaux sont maltraités, en particulier par l'urbanisation galopante. On a de plus en plus de canaux qui sont complètement détruits, des endroits qui ne sont plus irrigués, simplement parce qu'un lotissement est arrivé et qu'on a fait n'importe quoi. Donc je voulais simplement essayer d'attirer l'attention sur le devenir de nos canaux. C'est un patrimoine et c'est aussi justement, comme on le disait, peut-être une aide pour plus tard continuer à avoir des qualités de production dans le département. Et troisièmement, donc sur les bassines, si effectivement quelques-unes de taille raisonnables sont nécessaires, je pense qu'il faut marquer le coup aussi sur le fait de la géomembrane,
parce que cette géomembrane, comme on voit les bassins là, ce sont des vrais pièges pour la biodiversité. Il y a énormément d'animaux, la faune macrofaune, mais la microfaune aussi, qui se noient, qui ne peuvent pas remonter ces espèces de membranes. Et il semble que là, il faudrait trouver... il y a des solutions très simples qui existent. Hein, simplement, vous mettez des petites échelles de côté, un peu de grillage, quelque chose, ou simplement planter des plantes à côté qui vont pouvoir donner un support. Mais il faut savoir qu'actuellement, certaines bassines qui existent déjà sont des vrais mouroirs. Voilà, donc les géomembranes, méfiez-vous, il y a d'autres solutions, ou alors on peut adapter des solutions pour les sauver. Merci. Merci pour ces précisions. Bonjour. Monsieur Gott, vous avez présenté les réserves possibles supplémentaires. Et dans les Alberts, je reviens dans les Alberts, vous êtes censé savoir qu'il y a quand même 2 barrages, mais qui sont aujourd'hui obsolètes, à Sorède. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, il n'y a pas d'autre raison. Ils ne sont pas comparables aux barrages qui sont sur les 2 autres fleuves, du point de vue utilisation et volume. C'est mieux que les bassines. Ah, c'est mieux que des bassines. Oui. Oui. Ben, il suffit de les mettre en œuvre, de les arranger, quoi. Voilà. Qui c'est qui peut le faire? Ah, ça c'est... Là, écoutez, je suis venu, je n'ai pas porté mon carnet de chèque. Oui, moi c'est pour rebondir sur la précédente intervention. Je voulais savoir quels moyens la Chambre d'agriculture avait pour encourager fortement, si ce n'est contraindre, les agriculteurs à faire des cultures moins gourmandes en eau. Parce que moi j'ai des exemples sous les yeux que je ne citerai pas. Ça c'est la première question. Et la deuxième, quelles sont les solutions agricoles, c'est-à-dire les plantes, bon, vous en avez un peu parlé, les cultures qui permettraient de passer à une agriculture moins gourmande en eau. Jean, c'est à toi. En fait, comme tout le monde l'a dit, mais c'est la solution, il n'y a pas la solution, en fait, il faut tout faire. Donc l'itinéraire technique, c'est-à-dire les pratiques agricoles, et je pense qu'on en parlera pendant les 2 jours, puisque le thème c'est l'agroécologie, permettent d'améliorer les choses, d'être un peu plus sobre en eau. Voilà, le maillage, tout ce qu'on a cité, la variété aussi. Par contre, il ne faut pas se mentir. Il faut de l'eau pour produire quand même. Et il ne faut pas aussi se mentir, il faut un certain rendement, un certain produit que demandent les consommateurs et qu'ils achètent pour faire tourner la mécanique dans laquelle on est. Donc je le dis, même si ça ne vous plaît pas, mais c'est le nerf de la guerre. Donc on va avoir besoin quand même de trouver cette eau si on veut garder de l'agriculture. Et évidemment, il ne faut pas amener un gros stockage et puis à côté de ça, gaspiller l'eau si c'est n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça devient très difficile à faire, ça. Enfin, je l'espère même. Mais c'est forcément multicritère. Alors des variétés qui consomment peu d'eau, il y en a beaucoup. Souvent, malheureusement, ça peut être nuisible au rendement. Donc il faut trouver les bonnes. On fait aussi pas mal d'expérimentations. On expérimente, par exemple, en vigne, des cépages portugais, des cépages grecs pour essayer de trouver la solution. Mais il ne faut pas se mentir. J'ai un collègue qui est allé en Grèce récemment. Ils arrosent la vigne, même avec des cépages méditerranéens. Voilà, donc la réponse est dure à donner. Ensuite, sur le choix des variétés, la Chambre d'agriculture ne peut pas choisir par contre les choix que font les agriculteurs. Les agriculteurs font des choix individuels, souvent des choix économiques. Et on n'est pas dans un pays dans lequel la Chambre d'agriculture pourrait dire vous allez nous faire X hectares de maïs, telle culture, ou X hectares de pêche de telle variété. Chaque chef d'exploitation le choisit lui-même. Et nous, on donne les conseils. Alors, on donne des conseils, on connaît les disponibilités en eau. Du coup, on dit à des gens qui veulent installer, par exemple, des avocats dans la vallée de la Tête, on leur dit attention, ça consomme beaucoup, et a priori, vous ne pourrez pas les arroser. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent du conseil. Merci, je voulais juste revenir sur... on parle déjà beaucoup de culture, alors peut-être qu'on anticipe un petit peu effectivement par rapport à cet après-midi où j'espère qu'on aura des pistes d'amélioration qui vont nous être données.
Moi, je voudrais mettre un petit peu en garde par rapport à déjà ce que j'entends et qui me font un petit peu mal aux oreilles. Quand on commence à dire ce viticulteur, il arrose ses vignes et c'est un imbécile, je trouve ça extrêmement nauséabond comme message. Effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'arroser une vigne en sol nu avec que des cailloux, c'est probablement pas quelque chose qui peut être maintenu. Par contre, le jour où ce viticulteur, on lui aura montré qu'on peut faire un petit peu différemment et qu'il n'arrosera plus des cailloux, mais qu'il va arroser une vigne dans laquelle il aura mis en place un couvert végétal qui va refaire du sol, qui va mieux stocker de l'eau, qui va peut-être mieux infiltrer l'eau de pluie et qu'il aura mis des arbres, etc. Bien, peut-être que s'il a besoin d'eau pour réaliser cette transition, ça devient extrêmement cohérent de le faire. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Faisons attention à ne pas culpabiliser les gens. L'agriculture qu'on a connue ces 40 dernières années aujourd'hui nous montre qu'elle a des effets qui sont très négatifs sur l'environnement, mais c'est aussi une agriculture qui nous a nourris. Donc effectivement qu'on ne peut plus continuer comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir tirer à boulet rouge sur les agriculteurs qui ont fait ça. Et il faut simplement les accompagner vers quelque chose de probablement plus vertueux, mais en toute bienveillance, ça me semble être extrêmement important. Ça marche ? Oui, il y a aussi d'autres pistes sur l'agriculture, c'est la reconversion culturelle. Ça existe, on peut se poser des questions, abandonner une culture, en faire d'autres, c'est sûr. Il faut être accompagné, parce que ça ne se fait pas comme ça, mais c'est aussi une autre piste. Je voudrais quand même insister, mettre l'accent sur, vous avez dit, il y a un facteur important sur le problème de la ressource en eau, c'est la population. Or, on est dans un département qui continue à artificialiser les sols à travers la multiplication des zones d'activité commerciale, industrielle, à travers les lotissements. Ça n'arrête pas. Donc on ne peut pas en même temps avoir une solution technique, les bassines, oui, qui peut contribuer à résoudre le problème, contribuer. Et en même temps, c'est la politique du même temps, continuer à avoir des projets de golf, comme à Villeneuve-de-la-Raho, où la retenue ne pourra pas suffire. Donc on va amener l'eau du barrage de Vinça, c'est ce qu'on nous a expliqué, pour alimenter un golf. Nous sommes en 2022. Ce projet continue. Un autre projet de golf à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Oui, c'est décrit dans le SCOT. Donc, ce que je voulais dire, oui pour des solutions techniques, mais on ne peut pas faire l'impasse sur la politique. Un vrai politique, il doit s'atteler à dire les besoins, comment on peut les réduire et pas les augmenter. Et je passe sur le tourisme. Vous nous avez dit, ça c'est un chiffre intéressant, on passe de 460 000 à 1 million d'habitants, avec toutes les consommations d'eau et les gaspillages, quand on se nettoie sur la plage avec de l'eau douce, excusez-moi. Donc, dans ces journées, je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée, mais quelles sont les solutions, les reconversions à faire au niveau de la politique économique et sociale du département, parce qu'on ne peut pas continuer ce niveau d'artificialisation, c'est-à-dire on augmente les besoins et en même temps on nous met des bassines qui ne suffiront pas à régler le problème. Merci. Mickaël, tu veux dire un mot ? Je suis d'accord avec toi, justement, cette petite question me posait. Je suis vachement étonné de l'étude des bassines qui s'est faite sur les Alberts ou autres, en disant tout à l'heure que peut-être c'est des projets qui ne se fera jamais. Je suis vachement étonné de mettre de l'investissement là-dedans. En sachant qu'aujourd'hui, l'eau, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la pollution. La pollution due, dans le terme paysan, l'effet chasse d'eau. C'est le climat méditerranéen, c'est tout ou rien, c'est l'effet chasse d'eau, c'est comme ça. On en paie les conséquences, trop, pas assez. De plus en plus, on appelle ça les corrects des Alberts, ils sont de plus en plus engorgés par les effets chasse d'eau un seul coup, d'où tout part dû aussi au bétonnage, l'urbanisation, comment de plus en plus. Aujourd'hui, on met des bassines sur les zones agricoles, des terres, qu'on a vu à Villon-Guillemont, 4,5 hectares de pâture qui est destiné pour un agriculteur en biologie qui fait de l'élevage de brebis, et on met une bassine. Je pense que ça ne se fera jamais. J'espère. Parce que lui, il va finir son fourrage, qui va faire venir des camions de je ne sais pas où pour s'alimenter. Et pendant ce temps-là, on bétime encore, et on ne pense pas à construire, et en faisant des rotunes d'eau, des faits chasse d'eau qui lissent le goudron,
qui va dans les fossés, qui est dans les corrects, dans les rivières et qui entraîne la pollution. Pourquoi pas réfléchir en amont, mettre l'argent directement, retenue d'eau directement dans l'effet bétonnage, on met des filtres, on met l'eau un peu plus sainement et on redonne en aval aux agriculteurs qui vont en dessous. Pourquoi mettre de l'argent dans les bassines, sur les terres agricoles, ça ne fera jamais. Un peu bizarre. Voilà. Oui, juste une question. Avant que le TEC soit canalisé, c'est vrai qu'il y avait des zones humides au bord du TEC, au delta du TEC, qui avaient ce rôle-là de retenue d'eau et d'infiltration qui alimentait les nappes. Est-ce qu'il a été envisagé, plutôt que de faire des bassines, de reconstituer des zones humides comme celle-ci, comme il y avait originellement? Je ne sais pas. Si vous me posez la question à moi, je ne sais pas. Simplement, je voudrais dire, là, on entend beaucoup de choses sur des procédés d'adaptation à une situation déterminée. Et vous savez qu'il y a deux solutions, ou bien l'atténuation, ou bien l'adaptation. Et on vient de voir que les processus d'adaptation, ils ont déjà une limite. Quelle qu'elle soit, vous en avez parlé, personne n'a parlé des processus d'atténuation. Parce qu'enfin, s'il y a un changement climatique, à qui le devons-nous, sinon à nous-mêmes? Donc avant de parler d'atténuation, d'adaptation, voyons également quels peuvent être les processus d'atténuation. La vie de chacun d'entre nous, vous le savez, dégage un certain nombre de tonnes de gaz à effet de serre. C'est là le moteur. Et tant qu'on n'attaquera pas ce moteur, on aura beau faire de l'adaptation, ce sera une course en avant. Et on n'arrêtera jamais. Donc ce que nous disons actuellement pour l'adaptation, c'est valable aujourd'hui. Dans un contexte où on a plus 1 degré globalement d'élévation de température. Quand on aura 2 ou 3 ou 4 degrés supplémentaires, l'adaptation qu'on pense aujourd'hui être la bonne ne vaudra absolument plus rien. Donc je pense qu'il faut également réfléchir à ces processus d'atténuation.